qu'on passe sur une deuxième étape clé de votre développement, qui a été la réalisation d'études cliniques. Alors évidemment, les études cliniques ont commencé bien avant les études de validation. Puisqu'en fait, nous, on a pris l'option, mais c'est une option assez classique, on va dire, dans notre secteur, c'est de construire le produit même à travers des études cliniques. Bien évidemment, au départ, on s'est retourné vers notre territoire européen, qui était le plus simple pour nous à adresser. Je vous le disais, Jean-Noël Albertini, chef de service du CHU de Saint-Étienne, et donc évidemment, il faisait partie d'un réseau de Key Opinion Leaders sur lesquels on pouvait véritablement s'appuyer au niveau français principalement, mais aussi européen. Et donc, on a commencé à construire nos produits sur cette base-là. Alors, par chance, tant en construction du produit qu'en validation du produit, on a en fait, on mène beaucoup d'études rétrospectives. Alors pourquoi on mène des études rétrospectives? C'est puisque nous sommes en fait un algorithme de prédiction des complications, on a besoin d'avoir un recul. On a besoin d'avoir un recul jusqu'à 5 ans pour certains de nos algorithmes, où on va être capable de dire, si on avait vu ces patients il y a 5 ans, eh bien, on aurait été capable de prédire l'évolution de ce patient par rapport à une complication donnée. Et donc, on avait deux options. C'était soit on faisait des études prospectives, donc, on lançait une étude, on recrutait des patients, on faisait les implants, et on faisait la prédiction et puis on attendait 5 ans. Ça aurait été beau, mais les investisseurs nous ont dit on préférait faire différemment. Et donc, soit on avait la possibilité de faire des études rétrospectives et donc d'aller chercher des données qui évidemment étaient compatibles avec nos algorithmes, ce qui n'a pas été simple parce qu'à l'époque, le consentement des patients n'avait pas toujours été recueilli. On ne va pas se le cacher, on veut essayer de se protéger aussi en Europe de risques qui n'existent pas, c'est-à-dire que Mamie Jeanne qui a eu un anévrisme de son aorte qu'on a opéré il y a 5 ans et puis on va analyser ces données, on va utiliser ces données pour rentrer dans l'algorithme d'intelligence artificielle. C'est très compliqué de le faire en Europe c'est un risque qui est nul, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'aller développer un algorithme pour aller vendre les données à Facebook ou à qui sais-je ou à une compagnie d'assurance pour pouvoir faire que Mamie Jeanne va payer plus une assurance santé ou que sais-je. Donc, bon, mis à part toute cette complexité-là, on a mis en place, ce qui est dommage, puisque ça réduit quand même les datasets, c'est-à-dire ça réduit quand même les opportunités de pouvoir développer les choses. Les hôpitaux, quand même, en France, ont commencé à se structurer à travers des centres de données de santé, enfin des entrepôts de données de santé sur lesquels on peut quand même aller taper. Et donc, c'est ce qu'on a fait, évidemment, moyennant finance. Et donc, on a pu construire notre produit. Puis ensuite, on est passé en phase de validation. Et donc, on a évidemment fait une étude de validation en Europe et on est en train de finaliser notre étude de validation aux États-Unis, puisque là, pour le coup, même si globalement, dans le monde cardiovasculaire, surtout sur nos indications, globalement, les habitants à travers le monde se ressemblent tous. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à distinguer une aorte d'un Coréen, d'un Américain, d'un Japonais ou d'un Français. Je parle évidemment pour les pays de l'OCDE. Peut-être qu'il y aurait d'autres subtilités ailleurs dans d'autres régions. Mais en tous les cas, on a beaucoup de mal de faire la distinction. Et il s'avère qu'ils sont d'ailleurs opérés avec les mêmes dispositifs implantables et à peu près avec les mêmes risques d'incidence en termes de complications. Ceci étant donné que les régulations sont locales, c'est-à-dire que malgré le fait que tous les chirurgiens opèrent les patients qui se ressemblent beaucoup avec des dispositifs identiques, il s'avère que les autorités de régulation sont locales et donc on est obligé de se conformer et donc on est obligé de faire des études de validation systématiquement à travers le monde. Alors nous, à notre niveau, comme je vous le disais, on est sur du rétrospectif, donc notre risque prudentiel est relativement faible puisque les événements se sont passés. Par contre, on va avoir évidemment des risques sur comment les données évidemment ont été recueillies, est-ce que le consentement a bien été recueilli, etc., pour pas qu'on se retrouve avec un moment ou un autre un hôpital, enfin un centre clinique, qui serait mis en défaut par rapport à la manipulation de ces données-là, à leur stockage et à leur partage ou à leur vente, qui en fait n'aurait pas fait les choses dans la bonne forme, qui ensuite remonterait vers nous au niveau d'un dataset, par exemple, de validation, et qui, pour le coup, nous empêcherait et nous
dirait c'est une donnée mal acquise et donc vous devez impérativement retirer votre produit du marché, enfin, suspendre le produit du marché tant que vous n'avez pas fait une étude de validation à nouveau avec des données qui sont légitimes pour pouvoir justement valider votre dataset d'entraînement. Donc voilà, donc c'est le contexte dans lequel on est. J'aurais tendance à dire on est un peu moins exposé que d'autres clients que tu peux avoir par rapport aux études cliniques du fait de notre spécificité des études rétrospectives. Tout à fait. Et je vais juste dire 2 mots sur la maîtrise des risques là-dessus, parce que tu as très bien expliqué le contexte. Il y a des obligations réglementaires encore, dans votre métier, il y a des obligations réglementaires surtout, mais il y en a qui pèsent aussi sur l'organisation d'études cliniques. Dans ce domaine, c'est le promoteur de l'étude clinique qui a l'obligation légale d'assurer vis-à-vis du patient la responsabilité de l'intégralité des participants à l'étude. Donc, dans le cas de Predisurge, vous n'étiez pas promoteur de l'étude. Et ensuite, selon la typologie d'études, il peut y avoir des cas qui relèvent de cette obligation d'assurance ou d'autres qui en sont exemptés. Dans l'analyse de risque, ce qui est important de regarder aussi, c'est dans le cas de Predisurge qui est exempté de cette assurance, ça ne veut pas dire d'être exempté de risque, le fait d'être exempté d'obligation légale d'assurance de promoteur. Donc, on a fait une analyse pour vérifier comment leur contrat d'assurance, responsabilité civile, de vente de leurs produits de santé, logiciels, pouvait couvrir ça. Donc, ça, c'est un peu des automatismes qu'on a parce qu'on connaît bien ce sujet. Et donc, on a étendu les garanties de leur contrat d'assurance responsabilité civile principale à la fourniture de l'eau clinique dans le cadre de cette étude, de telle sorte que leur responsabilité, du fait de l'utilisation des logiciels et de l'utilisation des données, soit quand même bien protégée. Donc ça, c'est des choses qui nécessitent une compréhension fine du métier des sociétés de MedTech et que bien évidemment, sur cette dimension de conseil, le cousin agent général qui vous a dépanné pour l'assurance des locaux, ça ne sera pas forcément le meilleur interlocuteur pour vous conseiller et avoir les bonnes solutions. Oui, je confirme.